Bien, Madame l'ambassadeur, je vous remercie d'abord d'être présente ici dans cette commission. J'ai évidemment plusieurs considérations à partager avec vous et plusieurs questions à vous poser. Vous avez consacré une bonne partie de votre temps de parole à nous convaincre, ou à essayer de nous convaincre de quelque chose dont nous sommes tous convaincus. Le Hamas est une organisation terroriste qui, le 7 octobre, a commis des crimes contre l'humanité, et ces crimes contre l'humanité ont provoqué un traumatisme très profond dans la société israélienne. Et très vite, je pense, lors de notre première commission qui suivait ces attaques du 7 octobre, j'ai dit clairement que si on ne prenait pas la mesure du traumatisme provoqué en Israël, on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ou ce qui allait se passer. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons aucune ambiguïté. La semaine dernière, nous avons reçu, après avoir reçu d'ailleurs les victimes israéliennes du 7 octobre avec vous, nous avons reçu la semaine dernière des témoins palestiniens, et notamment des Dr Boulaïch qui a perdu une bonne partie de sa famille dans les bombardements israéliens, et notamment le bombardement de Jabalia. Je voudrais quand même qu'on soit clair sur une chose, parce que je trouve que c'est un biais qui pollue le débat public sur cette question en permanence. La souffrance des peuples n'est pas l'objet d'un concours en légitimité. Il ne s'agit pas de démontrer lequel des peuples souffre le plus. Je pense que la souffrance, au Proche-Orient comme ailleurs, la souffrance, elle doit être éliminée. C'est ça notre objectif. Ce n'est pas de dire ma souffrance est plus légitime que la tienne et donc j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est de dire nous souffrons ensemble, nous souffrons les uns avec les autres, nous souffrons les uns à cause des autres, et nous devons trouver le chemin pour que cette souffrance, ce cycle de violence s'arrête enfin. Donc moi je suis mal à l'aise avec tout ce qui, quelque part, nourrit une forme de surenchère pour essayer de démontrer qu'en réalité, regardez, c'est moi qui subis les plus grands crimes. Je crois aussi, deuxième remarque préliminaire, je crois aussi qu'on doit faire attention à un discours qui consiste à dire qu'à Gaza, par exemple, ce n'est pas Israël qui empêche le fioul de rentrer, malgré le blocus qui a été imposé, c'est le Hamas qui vole le fioul. Qu'à Gaza, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre des Nations Unies ou d'infrastructures des Nations Unies, il n'y a que des centres de commandement du Hamas. Il paraît dangereux de dire qu'à Gaza, il n'y a pas de civils, et que des animaux. Ça, c'était le ministre de la Défense qui le disait. Et quand ces civils, d'ailleurs, quand Israël demande gentiment à ces civils de partir, c'est le Hamas qui les empêche de partir, comme il est dangereux de dire qu'à Gaza, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a que des moyens de transport utilisés par le Hamas. Je crois qu'il faut accepter qu'en effet, des civils meurent, que ces civils sont plus que des numéros, qu'ils sont autre chose que des victimes collatérales. Quand, en effet, on bombarde le camp de Jabalia avec des tonnes d'explosifs, des tonnes de bombes pour éliminer 1, 2 responsables du Hamas et qu'on fait derrière des dizaines de morts civiles, je pense qu'il faut accepter de considérer qu'on est conscient de ce qu'on fait et qu'on est conscient des crimes que l'on commet. Alors, j'ai une première question. Vous avez dit notre objectif de guerre, c'est l'élimination du Hamas, qui est le mal absolu, et on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Mais notre objectif, c'est de nous débarrasser du Hamas. Ma première question est dès lors, pourquoi avoir misé sur eux? Pourquoi est-ce que les gouvernements israéliens, particulièrement votre Premier ministre,
a misé sur eux. Et tout le monde a vu ces images de 2019 dans lesquelles Benjamin Netanyahou dit notre meilleure garantie pour ne jamais avoir un État palestinien, c'est le Hamas. Et donc nous allons cyniquement, alors il ne le dit pas, c'est moi qui ajoute l'adverbe, nous allons miser sur le Hamas, nous allons devoir les aider, les soutenir, y compris financièrement. Question corollaire, si le Hamas est l'organisation qu'il faut maintenant éliminer à tout prix, et quand je dis à tout prix, je souligne l'expression à tout prix, et en l'occurrence y compris au prix de vie civile, pourquoi avoir méthodiquement affaibli l'autorité palestinienne? Ça aussi, c'est le résultat, la faiblesse aujourd'hui de l'autorité palestinienne, nonobstant ses responsabilités propres. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'autorité palestinienne n'est pas responsable de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, mais son affaiblissement est aussi le résultat d'une politique délibérée, menée méthodiquement par le gouvernement que vous représentez. Sur la question du droit international, je rejoins mes collègues précédents sur la question de la proportionnalité et du caractère indiscriminé des opérations que vous menez. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que vous respectez les règles du jeu? Le maire de Jérusalem a récemment déclaré, et je pense que c'était hier ou avant-hier, il a dit, mais le droit international, on s'en fout, on s'assied dessus, tout ce qui nous porte, c'est la volonté de Dieu. Voilà ce que le maire de Jérusalem a dit. Yair Lapid, qui est souvent présenté comme l'alternative acceptable, fréquentable à Netanyahou, il a dit, je pense que c'était samedi dernier sur LCI, sur une chaîne française, et je l'ai vu, quand le journaliste lui dit, mais bon, les colonies israéliennes, les colonies en Cisjordanie, est-ce que vous engagez à vous en retirer? Il a répondu, les colonies ne sont pas illégales. Les colonies, c'est la terre biblique donnée aux Juifs. Et donc, il y a, et c'est ça ma question, ma deuxième question, il y a toute une série de discours inquiétants qui, en effet, parfois, mon collègue précédent l'a dit, relèvent d'une logique oratoire ou narrative qui est génocidaire. Il y a des discours inquiétants qui traversent tout le champ politique israélien, qui traversent le débat public israélien. On a vu ces bombes qui, avant d'être larguées, sur lesquelles les soldats écrivent si Dieu le veut, que ces bombes touchent des civils, ou qui ont ciblé des responsables politiques français, etc., etc., etc. Donc on écrit des trucs sur les bombes qui sont vraiment qui relèvent de discours très inquiétants. Alors, de manière extrêmement précise, extrêmement concrète, si l'objectif de guerre, c'est de détruire le Hamas, ok, admettons. À partir de quand Israël considérera que cette guerre est gagnée? Est-ce que, quand on dit détruire le Hamas, est-ce que ça veut dire éliminer ses membres jusqu'au dernier? On sait qu'il y en a, selon les chiffres, entre 30 et 40 000 dans la bande de Gaza. Est-ce qu'Israël dira « nous avons gagné la guerre et nous l'arrêtons » quand elle aura éliminé le dernier combattant du Hamas? Deuxième question relative aux objectifs de guerre. Israël a provoqué un déplacement de population et a demandé aux populations civiles d'évacuer vers le sud. Alors, je voudrais simplement vous demander, maintenant le nord est dégagé, la bande de Gaza est divisée en deux, Gaza City est encerclée et détruite. Est-ce qu'il y a une prochaine étape? Est-ce que Israël entend poursuivre ses opérations dans le sud? Et le cas échéant, si le but c'est d'aller vers le sud, est-ce qu'il sera demandé aux populations ou est-ce qu'un nouveau déplacement de population sera provoqué, cette fois-ci vers l'Égypte, vers le Sinaï? Et est-ce que vous êtes favorable à une évacuation totale de Gaza vers le Sinaï? On sait qu'il y a eu des contacts via les États-Unis
avec notamment l'Égypte et les pays arabes, pour disperser, entre guillemets, la population gazaoui dans les pays voisins et dans les pays de la région. Alors, troisième question sur les objectifs de guerre. Est-ce que votre objectif, c'est de réoccuper le terrain gazaoui? Est-ce que l'armée a vocation à rester présente sur le terrain à moyen, long terme? On sait qu'il y a eu des expressions de responsables politiques en Israël qui rêvent même de recoloniser, donc de réinstaller des civils à Gaza. Et il y a eu des déclarations contradictoires des responsables politiques israéliens, y compris de Netanyahou lui-même, qui est revenu sur ses propos 2 jours plus tard. Et puis par ailleurs, une expression des Américains qui dit « pas de réoccupation de Gaza, pas de déplacement de population, continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie et un État palestinien ». Est-ce que c'est un agenda dans lequel vous pouvez vous inscrire? Et en disant ça, j'aborde la question, après mes questions sur les opérations militaires, la question du jour d'après. Quelles sont les perspectives politiques dans lesquelles vous vous engagez? Quelle est la gouvernance que vous imaginez pour Gaza? On a l'impression d'une opération militaire qui n'a pas de but politique précis. Qu'une fois que la guerre s'est terminée, personne ne sait vraiment ce qu'on va faire. Donc, quelle gouvernance pour Gaza? Manifestement, ce ne sera pas le Hamas, ou ce ne sera plus le Hamas. Est-ce que ce sera l'autorité palestinienne telle qu'elle existe? On peut quand même en douter. Une force d'interposition internationale, franchement, les expériences récentes ne nous incitent pas à avoir beaucoup de confiance dans cette option-là. Et puis, encore une fois, Blinken pousse pour une perspective à 2 États. Est-ce que vous voulez avancer vers ça? Et si oui, quid de la colonisation de la Cisjordanie? Et je vais bientôt terminer sur ce sujet-là, du coup. La colonisation de la Cisjordanie, comment comprendre, depuis le 7 octobre, l'intensification des actions des colons fondamentalistes, actions qui sont soutenues par l'armée? Depuis l'opération du 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, il y a eu plus de 200 morts, d'après les chiffres qui circulent. Et donc, si on peut considérer que le Hamas est une menace existentielle pour Israël, on doit aussi comprendre qu'il y a une menace existentielle sur l'avenir des Palestiniens et que cette menace existentielle, elle est extrêmement concrète. On dit tout souvent « from the river to the sea », c'est une idée qui est défendu par certaines franges palestiniennes, mais c'est un projet politique concret, concrétisé au quotidien par le gouvernement israélien et le mouvement des colons fondamentalistes. Et donc c'est ma dernière question. Quel est le poids de cette extrême droite fondamentaliste dans la définition de ce que sera le jour d'après? On sait que Netanyahou, toute sa carrière, a choisi la force plutôt que la politique pour s'assurer que jamais un État palestinien n'émerge. Ça a toujours été son objectif politique et il ne l'a jamais caché. Est-ce que le traumatisme du 7 octobre renforce cette option, la force plutôt qu'une solution politique, ou bien est-ce qu'elle a ouvert en Israël, mais en vous posant la question, j'en doute, une réflexion sur une solution politique durable et juste? Voilà mes questions. Merci beaucoup.